Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Gros Plan. Exilé depuis plusieurs mois, il a décidé contre toute attente de rentrer au bercail et il a mieux fait. Il décide désormais de soutenir le président Patrice Talon, dont il a pourtant combattu le régime pendant plusieurs années. Bertin Kaovi, comme c'est de lui qu'il s'agit, est aujourd'hui sur notre plateau. Il va nous parler de son retour au bercail. Il va nous parler également donc de cette décision subite de soutenir désormais le président Patrice Talon. Il nous parlera également, parce qu'il faut le dire, il ne soutient pas Patrice Talon les mains vides, mais il est venu également avec beaucoup de propositions. Bertin Kaovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites de m'exprimer et de parler à vos téléspectateurs. Alors, comme vous le savez déjà, je suis avec Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail pour animer cette émission. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, Président. Bonjour. Alors, tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons bien vouloir, nous allons vous demander de bien vouloir nous aider à comprendre comment s'est passé ce retour au pays. Les démarches menées à l'endroit du chef de l'État, les coulisses de votre retour au pays. Alors, je voudrais qu'il me soit permis de remercier le peuple béninois, de remercier tous ceux qui, quand j'étais en prison en Guinée équatoriale, ont eu de la compassion pour moi. Et je voudrais m'appesantir sur la présentation de... J'oublie déjà le prénom. Koshimo Humbadi. Monsieur Humbadi. Alors, moi, je n'ai jamais été contre Patrice Talon, institut personnel. Je vais vous raconter un peu. Il faut faire la genèse pour qu'on comprenne. Ça vous permettra de planter le décor. Je fais partie de ceux qui ont été candidats en 2016. Naturellement, le peuple béninois, malgré la qualité de ce que je proposais, a préféré Lionel Zinsou et Patrice Talon au second tour. Il fallait faire un choix. Alors, le président Patrice Talon, à l'époque, a réussi à réunir au moins 30 personnes, non 29 personnes autour de sa personne, y compris moi-même. À Zalaï, nous avions signé un accord et j'ai eu accès à sa vision, à ce qu'il proposait aux Béninois. Le ministre Sakala Fiaman est témoin, Alessandre Huntondi et d'autres. Quand j'ai lu ce que proposait le président Patrice Talon, j'ai dit à la table que ce que propose le président Talon est très bien, est beau, mais qu'il était en avance sur notre pays. Ce programme va permettre d'avoir les infrastructures de base. Les réformes politiques, oui, mais les Béninois risquent même de le maudire parce qu'en réalité, quand j'écoute le peuple veut ici et maintenant le pain et la viande dans son assiette. Or, lui, ce qu'il proposait pour les 5 ans dont il parlait, c'était les infrastructures. Et les infrastructures ont ceci de malheureux que ça embellit l'environnement, mais ça n'impacte pas directement tout le monde. J'ai demandé à ce qu'on me permet de mettre quelques pans de mon programme à moi-même, de mon projet, dans son projet, ce qui m'a été refusé. J'ai ainsi dit que je ne soutiendrai pas quelqu'un juste parce que nous allons gagner et être au pouvoir ensemble. Si je ne peux pas influencer un tout petit peu son programme, c'est-à-dire y mettre quelques pans d'économie fondamentale pour un développement à visage humain, je préfère aller perdre avec Lionel Zinsou et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis opposé à Patrice Talon, pas lui, mais à sa vision, à son programme, dès le 16 mars 2016. Avant le second tour. Avant le second tour. Et c'est ça que nombreux ne savent pas. Et ce qui est même curieux, c'est que c'est lui qui, enfin c'est sa structure de campagne qui nous a ordonné à d'aucuns 2 millions, mais à moi c'est 3 pour organiser une conférence de presse. Donc c'est donc l'argent que sa structure de communication a déposé pour organiser une conférence de presse. C'est à l'issue de cette conférence de presse-là que j'ai dit, pour telle autre raison, je préfère aller perdre avec Lionel Zinsou que de gagner avec lui. Et je leur ai dit, ils vont embellir Cotonou, ils vont embellir Parakou. Pour autant, les Béninois ne seront pas satisfaits parce que ce n'est pas ce que... Vous avez pris les sous pour faire une conférence, normalement pour annoncer votre soutien, mais vous avez dit autre chose. C'est bien ça si on vous comprend? Non, vous n'avez pas compris. Vous savez, bon, d'abord, pour être candidat, c'est 15 millions, une caution. Donc, je ne suis pas à 3 millions près. La campagne, je l'ai faite sur 1 an, c'est plus d'1 milliard. Alors, quand on vous donne 3 millions pour faire une conférence de presse, la conférence est déjà organisée avant qu'on ne s'entende pas sur la modification que je demandais. Vous comprenez? N'ayant pas obtenu d'influencer son programme à lui,
Parce qu'on m'a dit c'est celui qui gagne et c'est le programme de celui qui a gagné que tout le monde fait. Je lui ai dit moi je ne suis pas en politique pour seulement être à côté de celui qui a gagné. Je suis en politique pour construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Donc ça a été le point d'achoppement entre nous. Et puisque après l'échec de Lionel Zinsou, il n'a pas cru devoir animer l'opposition. Parce qu'en réalité, un système politique tel que nous le copions des autres, ben, quand vous êtes en démocratie, quand il y a un pouvoir, ce pouvoir a besoin d'une opposition. Et Lionel Zinsou, ayant démissionné, étant parti avec armes et bagages, sans même dire au revoir aux autres, je me suis dit que j'allais assumer cette fonction ingrate et jouer le rôle de l'opposant. Voilà comment est-ce que l'opposition à Patrice Talon est née. Mais finalement, Lionel Zinsou a été condamné à 5 ans d'éligibilité. Est-ce que cela lui permettait de revenir et de jouer ce rôle-là? Donc vous êtes resté dans ce rôle, mais pas parce que Lionel Zinsou n'est plus finalement revenu après son départ de Cotonou, parce qu'il longtemps il a été condamné. Ben, il a été condamné quand? Et je vais vous dire, moi, ayant été le seul à appeler à ne pas voter pour Patrice Talon, j'ai été le seul candidat en 2016 à n'avoir pas gagné, qui n'a pas été invité à l'investiture du président élu. Et ici, au passage, je voudrais reprocher ça au service d'État. Quel que soit ce qui nous sépare, les normes de l'État doivent être respectées. J'ai été le seul à n'avoir pas été invité à l'investiture du président élu parce que j'ai appelé à ne pas voter pour lui. Lionel Zinsou, contre qui il a perdu, était bien assis. Mais moi, Kourovi, non. Au fait, moi, j'ai quitté le Bénin. Lionel Zinsou, dès qu'il a perdu après la prestation de serment, il n'avait rien contre Patrice Talon. Au contraire, il avait même offert de travail avec Patrice Talon, il n'était pas poursuivi. Il a juste décidé de se taire, c'est aussi simple que cela. Mais moi, l'ayant observé durant au moins 6 mois et ne disant rien, j'ai décidé de commencer par porter un peu de la voix. J'ai toujours apprécié la gouvernance de Patrice Talon. Vous savez, j'ai fait plus de 3000 audios en 5 ans, mais vous ne verrez nulle part où je me suis réellement pris à Patrice Talon, institut personnel. Non, j'ai été conseiller de plusieurs présidents depuis 1997. Je sais faire la dichotomie entre l'homme et la fonction et ce qu'on fait. Lionel Zinsou, s'il avait voulu, eh ben, aurait pu animer même... Pourquoi ce revirement? Pourquoi, non, attendez. Après tous ces audios, rapidement, vous avez attendez, si on ne fait pas... Si on ne plante pas le décor, vous ne comprendrez pas la suite. Nous avons compris le décor. Non, vous n'avez pas compris encore. Alors, donc, moi, Lionel Zinsou, c'est des mois après que le président Patrice Talon, ne nous racontez pas d'histoire, hein, qui a un fin stratège, s'est dit, ben, il faut commencer par mettre les bâtons dans les roues de ceux qui peuvent mettre des handicaps demain. Vous savez, j'ai rencontré l'homme, j'ai échangé avec lui, et c'est un fin stratège. Au fait, il fait la part entre la stratégie et la tactique, ce qui a manqué à beaucoup de personnes dans l'opposition. Ils ne font pas la part entre la stratégie et la tactique. La stratégie, c'était de garantir la réélection. La tactique a été à qui est-ce qu'il faut mettre les bâtons dans les roues. Je ne lui en veux pas, c'est mon métier. Quelle a été votre stratégie, votre tactique pour que vous soyez de retour au pays? Alors, je suis revenu pourquoi? En réalité, nous avons obtenu de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'annulation des réformes de Patrice Talon, ce qui mettait en difficulté le régime. Parce que si le régime Patrice Talon applique ce que demande la Cour, ce qui est juste par ailleurs, c'est que on va se retrouver à une conférence et on ne sait pas ce qui adviendrait même de Patrice Talon lui-même. Ne voulant pas prendre le risque, et je peux le comprendre, c'est lui qui est au pouvoir, il a décidé de violer ces arrêts, de ne pas les respecter. Il appartenait à l'opposition de ne pas tomber dans son jeu en se conformant à ces lois. Je vais vous dire une chose. J'ai de tout temps fait des audios pour déconseiller à l'opposition de se conformer à la charte des partis politiques. J'ai plusieurs audios, je peux vous les faire parvenir, où je demandais aux démocrates... Mais au même moment, on leur dit, mais non, si vous ne vous adhérez pas, vous ne vous conformez pas, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Est-ce qu'il fallait rester là à ne rien faire, à créer tout simplement, ou se mettre dans le système et combattre le système? Bon, très bien. Alors, pour faire court, ils ont écouté, les ont dit, au lieu d'avoir une stratégie, c'est pour ça qu'ils vous disent, ils ne font pas la stratégie, ils faisaient dans la tactique. Et c'est la tactique qui fait qu'ils se préoccupaient des on-dit. La stratégie voulait qu'ils se préoccupent de si on fait ça, qu'est-ce qu'on devient par la suite. Vous savez, parfois, il ne faut pas écouter ceux qui vous donnent des conseils, parce qu'en réalité, ils ne savent pas la finalité. Bon, aujourd'hui, ils se sont conformés à la charte des partis politiques. Très bien. Qui a voté cette charte des partis politiques-là? Les mêmes députés que nous traitons de godiots.
ce sont les mêmes qui ont donné 45 jours de bonus au président Patrice Talon. Mais si vous vous conformez à une seule loi de tout un corpus juridique, tout le reste s'impose à vous. Et Patrice Talon, qui n'est pas con, a compris qu'il fallait donner juste une loi qui les arrange et par la suite que les autres s'opposent à eux. Malheureusement, ils sont tombés dans leur propre piège. Et j'ai eu, je crois, le mérite d'avoir averti. J'ai fait plusieurs audios. Le ministre Oudou Ali, à un moment donné, s'est fâché parce que je leur disais la vérité, ils ne comprenaient pas. Il dit non, eux, ils veulent entrer dans la République. Kovi est un rebelle. Et il faut faire des compromissions. Bon, ils ont fait... Il faut faire des compromis. Ces compromis sont devenus des compromissions. C'est la faute aux autres si vous êtes finalement revenus sans doute. Non, ce n'est pas leur faute. Hein. Non, je ne dis pas que c'est leur faute. Mais j'ai tiré leçon de nos égarements. Pourquoi j'appelle ça égarement? Voici une opposition. Et vous avez un visage de biais de... Vous connaissez Léandre Léonce? C'est son frère. C'est son frère. Ah, bah voilà, il a la même tête. Je me demandais, mais ce garçon ressemble à quelqu'un. Bon, alors il peut appeler son frère Léonce. Il sait ma position, il sait tout ce que j'ai fait. Mais j'ai toujours dit ce qui arrive. Je leur ai dit, si vous ne savez pas respecter les règles de la politique, moi je ne perds pas mon temps. Voici une opposition où c'était la cour du roi Péto. Il n'y a aucune coordination. Attention, je reste opposant. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble. Du reste, ils ne me sont plus avec moi que je dis ce que je dis. Ils savent ce que je dis. Et ils posent la question à son frère, il va le lui dire. Ben, les autres se couchent chez eux et attendent que les autres fassent le travail. Si je vous dis tout le travail qu'Abba, Léonce Hongbadi, s'il avait le soutien qu'il faut, je parle de soutien moral, et après soutien financier et matériel, eh ben, l'opposition aurait eu des succès. D'aucuns se couchent et attendent que les autres fassent le travail. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, moi, ayant été opportuniste, parce que la Cour africaine, quoi qu'on dise, nous a donné une porte de sortie, une solution, à imposer qu'il n'y ait pas d'élection tant que les exilés ne sont pas rentrés. J'espère que vous l'avez lu. Étions-nous déjà rentrés avant qu'il y ait une candidate? Non. Et puis, je pouvais comprendre la candidature de Ganius Oglo, qui, en candidatant, a respecté l'ancienne constitution. Mais ceux-ci vont à une élection avec président, vice-président. Ils ont même cherché de parrainage. C'est ne l'ayant pas eu maintenant qui se plaignent. Vous savez, le parrainage, ouvrez les guillemets et écrivez. Le parrainage n'est pas un droit acquis. Nombreux ne le savent pas. Les 160 parrains que nous avons au Bénin là auraient pu ne parrainer personne parce qu'ils n'ont été convaincus par personne, y compris Patrice Talon, qu'on ne pourrait pas les poursuivre. Qu'on n'aurait pas eu d'élection également. Ah ben, c'est pas grave. Nous allons nous retrouver dans un vide juridique et le pays va basculer. Mais c'est ce que la Cour africaine demandait, non? Tout compte fait. On aurait respecté ce que demande la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Tout compte fait. On n'aurait pas eu d'élection. Alors, c'est pour vous dire qu'en réalité, en violant les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quelque part, Patrice Talon nous a évité des lendemains incertains. Mais ceci étant dit, lui, dans son rôle, il a la latitude de violer cette décision-là. Il nous appartenait à nous, opposants, de ne pas nous conformer à ces lois, de dire la Cour a dit telle chose et nous exigeons son application. Et pour y parvenir, il nous faudrait un peuple. Et c'est ce que le Bénin n'a pas, ça, un peuple. Le Bénin n'a pas de peuple. Je suis mieux placé pour vous le dire. Le peuple béninois est comme quelqu'un qui est tombé dans une fosse, dans un puits. Vous lui tendez la corde pour en sortir, il veut que tu le payes avant de grimper et de sortir. Vous le dites parce que les gens ne vous suivent pas. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Oui, mais l'opposition... Le peuple béninois ne suit personne. Observé depuis 90, notre peuple ne défend rien. C'est peut-être parce que la démocratie n'a pas mis un peu d'études idéologiques pour que les peuples défendent leurs droits. Est-ce que vous savez que les droits, nous parlons de droits de l'homme, oui. Mais pour les villageois, là, ça ne les préoccupe pas. Le seul droit qui les intéresse, c'est le pain, ou plutôt la pâte et la viande dans leurs assiettes. Tout le reste, là, ils n'en ont que cure. Est-ce que ça ne devrait pas être la finalité aussi de la démocratie ou de tout système politique? Ben oui. Que le bas peuple ait à manger et à boire. Absolument, c'est pour cela. Mais ça, la vie ne doit pas se limiter seulement à cela. Vous savez, le Béninois, on est en train d'égorger son voisin. Il vous dit... Nous sommes, quand on parle de notre hymne même, enfin, on dit fraternité, justice, travail, ou bien comment vous appelez ça, c'est ça, non? Mais on n'est pas fraternel, c'est faux. Le Béninois n'est pas fraternel. Et je sais de quoi il vous parle. Alors, M. Bertin Kovi, quand vous êtes revenu au pays, finalement,
qu'est-ce qui a motivé? Est-ce parce que les actes commis par l'opposition, ce sont ces actes qui vous ont motivé ou pour raison personnelle, vous avez décidé de venir? Et comment vous êtes venu? Comment vous avez négocié ce retour? Vous êtes bien curieux, il ne faut pas l'oublier, il y a un mandat d'arrêt qui planait. Non, qui plane toujours. Qui plane toujours sur votre tête. Bon, très bien. Alors, comment vous avez négocié ce retour? Alors, je n'ai rien négocié. Je sais que je suis innocent. Vous savez, quand on dit on vous poursuit là, eh bien, vous savez si vous êtes coupable de quelque chose ou pas. Et je sais que je suis innocent. La décision en Guinée équatoriale a été un non-lieu parce que le dossier n'est pas constitué, il n'y a rien. Est-ce que vous savez que ceux qui ont même orchestré ce qui s'est passé en Guinée équatoriale se sont permis même d'apporter des photos que nous avons eu à prendre avec les militaires, la garde d'honneur à la Sénat. Ces photos-là ont été données en Guinée équatoriale, soit disant que je serais parti avec ces militaires-là, déserteurs. Je ne les connais pas. J'ai dû batailler pour trouver des images où le président Patrice Talon était avec les mêmes militaires. Et ça a fait tomber la chose. Mais bref, vous savez, je ne veux pas... Finalement, qui a porté plainte? C'est pas grave. Ce n'est pas le président, ça c'est sûr. Parce que le président Obiang a fini par me dire, en réalité, je suis tombé dans un piège. Ce n'est pas Patrice Talon. Mais dans le temps, vous aviez parlé dans un audio d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères. Et bien sûr. Quelques jours après que... Le ministre des Affaires étrangères ne fait pas le président. Je l'ai vu le matin du 4 avril 2019. Le 5, il était en audience avec le président Obiang. Le 17, j'étais arrêté. Mais ce n'est pas... Vous avez... On peut faire même lire les faits. Au fait, je vais vous dire une chose. J'étais en mission, je travaillais jusqu'en 2004 pour le président Yarima, paix à son âme. Et j'ai été arrêté par les services de celui qui est aujourd'hui l'actuel ministre de l'Intérieur du Togo, de la Sécurité. Alors que je travaillais pour le président, bon, eux, ils me soupçonnaient d'actions subversives et autres et tout. Quand on m'a arrêté, j'ai fait au moins 3 jours, il a fallu que je puisse envoyer des messages au directeur de cabinet militaire du président pour que lui, il intervienne pour dire, au fait, c'est notre gars. Pour vous dire quoi? Vous savez, il y a un cloisonnement au niveau de l'État parfois. Ce n'est pas tout ce que le ministre des Affaires étrangères fait que le président sait. Ça, vous ne le savez pas. Il y a des choses que les services de renseignement font que le président n'est même pas au courant. Moi, c'est parce que c'est mon milieu que je sais, malheureusement, on peut même assassiner un ami du président ou quelqu'un à qui il a envoyé en mission alors que les services vont le soupçonner de quelque chose. Malheureusement, c'est cela. Maintenant, ceci étant dit, je faisais tellement d'audio et eux étant dans la stratégie. La tactique a été quoi? Il faut écarter Corvi un temps pour qu'il ne fasse pas des audios pour soulever le peuple ou bien pour réveiller le peuple parce qu'on veut empêcher l'opposition de candidater aux législatives. C'était une stratégie assumée. Il fallait mettre Corvi hors d'état de nuit. Ce qu'ils ont fait, je le comprends. Si j'avais été président, mes services ne faisant pas cela... Vous étiez très proche du président Obiang. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Oui, mais parce qu'on est venu, moi je vis dans le domaine présidentiel. On dit au président que j'ai des armes chez moi et autres et tout. J'ai fui avec des officiers supérieurs. Il ne m'a pas arrêté parce qu'il pensait à Patrice Talon. Ne vous y trompez pas. Il m'a fait arrêter parce qu'il pensait d'abord à lui, parce qu'il venait d'échapper à un coup d'État. Et j'étais l'un des rares à pouvoir entrer chez lui sans être fouillé. Donc, il a d'abord paniqué pensant à lui. L'enquête a été diligentée dans le sens de voir si j'étais une menace pour la Guinée équatoriale. C'est ayant vu que je n'étais pas une menace pour la Guinée équatoriale que l'esprit retrouvé se sont dit, mais au fait, de quoi nous parlons? Et l'enquête me concernant, j'ai été quand même 7 ans conseiller du président, je connais presque tout le monde, j'avais une voiture PR que je roulais. L'enquête a été à décharge. C'est la première fois que je vois que la police cherche à prouver l'innocence de l'inculpé. Et je voudrais leur dire merci parce que c'est eux qui ont fait ça. Je vous donne un exemple. Il y a une vidéo qui a été produite où on dit j'étais cagoulé, je parlais avec des militaires ici. Le même jour, puisque la vidéo est datée, j'étais au camp à Corisco en train de faire la pêche et j'étais avec la marine le même jour. Et il y avait aussi, c'est-à-dire il y a des vidéos du même jour. La marine a dû produire ça pour me venir en aide pour prouver que j'étais innocent. Donc vous comprenez, en Guinée équatoriale, s'il fallait m'arrêter quelque part, c'était pas en Guinée équatoriale. J'étais presque en famille. Mais ils ont prouvé. Maintenant, je veux revenir. Je dis, je n'accuse pas Patrice Talon, je n'accuse même pas le régime. Au fait, j'ai pris une posture et j'en étais conscient. C'est comme j'aime souvent dire à Léon Sohumbadi, de faire très attention. Si demain on l'assassine, il ne faudrait pas qu'il se plaigne. Parce qu'on s'en prend à un État. Et l'État va vouloir se protéger. Et souvent, ce n'est même pas le chef de l'État qui donne les ordres.
Parfois, il n'est même pas au courant. Mais pourquoi vous tenez à défendre le chef de l'État? Je défends. Est-ce que ça peut venir de lui? Est-ce que ça peut venir? Ça peut venir de lui. Oui, mais quand vous insistez non, sur attendez, le fait que ce n'est pas le chef de l'État, mais attendez, 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 je vais vous dire une chose. Oui. Si ça vient de lui, si ça venait réellement de lui, et que les choses sont passées comme ça s'est passé là, ça voudrait dire qu'en réalité, je me trompe de personne. Je vais vous dire pourquoi. Ça a été un coup tellement mal monté que tout amateur peut essayer un tel coup. Vous n'arrêtez pas quelqu'un un 17 avril et c'est seulement le 17 mai qu'il est poursuivi dans son propre pays. Vous trouvez ça normal, vous? Et Patrice Talon n'est pas aussi con. Je ne crois pas que Patrice Talon, veillant m'arrêter moi, Kouvi, ne prenne pas la peine de lui donner la forme pour que ça soit quand même un peu vraisemblable. Vous comprenez? C'est ce qui me fonde à dire en réalité, ça a été des amateurs. Dit, aucun crime n'est pas fait, il y a toujours non, des ce choses crime, qui échappent. non, c'était trop grossier. L'État a tous les moyens. Qu'est-ce que cela leur coûtait de juste porter plainte? Et le 10 avril, en bonne et due forme, le 10 ou bien même le 1er avril, avant même d'aller en Guinée équatoriale, le 4 où j'ai vu le ministre des Affaires étrangères. Bon, il a vu au bien, je ne sais pas ce qu'il allait lui dire, mais je l'ai quand même vu, et il a vu le président le lendemain. Et c'est de moi qu'il allait parler, j'en sais rien. Je n'étais pas à l'audience. Mais ils auraient pu juste porter plainte sur place. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là, c'est ça qui me fonde à dire, c'est un travail d'amateur. Et j'ai travaillé, j'ai été conseiller du président Sassou Nguesso, j'avais 27 ans, hein, en 97. J'ai travaillé pour Hama Amaru, pour Bozizé, pour Compaoré, pour... Je connais ce milieu. Quand le pouvoir est fort, comment ça agit, je sais que ça vous brise. Et quand ça veut vous briser, ça prend la peine de lui donner une forme légale. Et c'est ça qui a manqué. Et c'est pour ça que j'ai eu un non-lieu. Donc moi, je suis rentré parce qu'il n'y a rien. Je vais vous surprendre, je n'ai rien négocié pour revenir à votre préoccupation. Je n'ai rien négocié. Je me suis rendu compte que nous ayant perdu sur le plan légal. Parce que, aujourd'hui, je vous le dis, j'avais la compréhension, je ne dis pas le soutien, mais j'avais la faveur du Nigeria. Il y avait, quand j'avais besoin d'aide, j'écrivais au président Buhari, dont j'ai été quand même de ceux qui ont écrit la vision économique en 2015, avant qu'il ne soit élu. Je reste toujours, même sur WhatsApp, avec son conseiller politique, le sénateur Babafemi Odjoudou. Même ce matin, on a encore parlé. Alors, le 31 octobre, quand je lançais le projet Les Moments du Bénin, pour que le peuple béninois exprime son ressenti. Mais il y a eu seulement 400 personnes à Cotonou. Ça ne fait même pas 2 groupes WhatsApp. Non, franchement, ça dit, mon déclic est né là. 400 personnes à Cotonou. Mais je dis, mais au fait, ce peuple n'a pas faim. Parce que la faim sort toujours le loup du bois. S'ils avaient vraiment faim, ils sortiront s'exprimer. Il n'y a eu que 400 personnes. Et parmi les 400, il y avait au moins 250 qui venaient du Septentrion. Je me suis dit, mais est-ce que je ne me trompe pas de lutte? Mais j'ai quand même continué. Je me suis dit, au moins dans les autres zones, à Bantay, autres au nord, ça a marché. Mais le Bénin ne fait pas Bantay le nord. Ça m'a fait réfléchir. Aussi, je connais les Radiatado, nous faisons la lutte de personnes. Ça, c'est connu. Mais quand vous voyez ceux qui sont entrés nouvellement dans l'arène politique, qui ont décidé de porter le même message que nous, qui se passaient pour opposants, ou plutôt qui sont opposants, c'est ce qu'ils pensent. Mais ça ne vous consulte pas. Quand vous leur donnez conseil, ils n'écoutent pas. Quand vous leur dites quelque chose, parce que moi, je suis sur WhatsApp avec chacun d'entre eux. J'écris d'abord en privé. Ils ne répondent pas. Vous les appelez, ils ne répondent pas. Et c'est après cela que je fais d'audio publiquement pour au moins cela leur parvienne. Et que quand l'audio leur vient, qu'ils appellent maintenant pour protester, oh non, si, oh ça. Alors, moi, j'ai vu que ceux-là, ils nous passaient nous autres par perte et profit. Il y a même eu un qui va se reconnaître s'il écoute, qui a eu l'outrecuidance de me dire oui, que c'est trop facile de rester loin de faire des audios. Mais justement, des fois c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'à l'intérieur, par exemple, par rapport à une certaine crainte, parce qu'une certaine réalité interne, les gens ont peur de se déployer. Les gens étaient tentés de se mettre dans la rue entre-temps, mais ça n'a pas prospéré. Et donc, certains ont peur de se remettre dans la rue. Et on trouve que ceux qui sont à l'extérieur, c'est facile de faire des audios, de dire que, bon, descendez, alors que à l'interne, les réalités sont tout autres. Est-ce que vous n'avez pas le même sentiment? Alors, je n'ai pas ce sentiment-là. Je vais vous dire une chose. En réalité, c'est parce que justement, nombreux sont entrés dans une lutte telle qu'on l'amène sans avoir des repères. Quand vous voulez combattre un pouvoir tel que nous l'avons fait, les porte-voix sont toujours à l'extérieur. Et ceux qui sont... C'est pour ça qu'il faut le partage des rôles.
Et ceux qui sont à l'intérieur sont en réalité ceux qui font les connexions, mais les connexions discrètes. Il s'est trouvé malheureusement que les réseaux sociaux ont fait que tout le monde voulait apparaître. Sinon, si vous prenez l'histoire de Ayatollah Khomeini en Iran, ben c'est depuis la France qu'il envoyait des audios par cassette. Et c'est ça qui, au bout de 5 ans, a permis de renverser le Shah d'Iran. Et le régime Talon ne s'est pas trompé en cherchant à me neutraliser. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, ceux qui sont à l'intérieur, oui, ne pouvaient pas s'exprimer comme nous exprimions. Mais ils devaient être les relais, ils devaient être ceux qui travaillaient en sourdine. Ça, c'est un. Je vais prendre Léonce Hungbadi, pour qui j'ai un profond respect, mais qui fait un travail extraordinaire. Parce que lui et moi, ben, on sait partager nos rôles. Il y a des choses où c'est lui qui les initie. On signe ensemble les choses que je fais qu'il ne peut pas faire, des choses qu'il fait qu'il ne peut pas faire. Mais est-ce que les autres reconnaissent vraiment le mérite de ce garçon? Non, parce que bon, ce qu'il fait finit par le mettre en orbite et on estime qu'il devient trop populaire. Donc il y avait une guerre de popularité ou bien d'ego, je ne dirais pas ego, une guerre de positionnement. On n'a pas encore gagné, mais on se préoccupait de tel, occupe trop d'espace au cœur du peuple. Et puis moi je parle 9 langues au Bénin, je parle français, anglais, espagnol. Et ça fait peut-être, oui ça fait 12. Ça vous donne une capacité. Quand quelqu'un vient chez toi et commence par parler fond, eh ben, si tu es fond, tu es sensible. Bariba, tu es sensible. Je suis initié au vaudou. Quand on va au couvent, beaucoup de Hunongans seront debout pendant que je suis assis. À l'église, je suis prédicateur de l'évangile, je connais la Bible par cœur. Je connais l'islam. En réalité, j'ai pris la peine de connaître notre peuple. Et quand vous voulez réellement toucher le cœur de quelqu'un, il faut chercher ce qui lui fait peur et ce qui lui donne d'espérance. C'est souvent dans sa foi, dans sa croyance. Si tu veux parler à un musulman, je sais les versets coraniques qu'il faut mettre en avance. Si tu veux parler à un chrétien, si c'est un évangélique, il faut lui parler de le lion de la tribu de Juda. Non, permettez-moi, le lion de la tribu de Juda. Si c'est un catholique, il faut lui parler de Vierge Marie, maman chérie. C'est ça qui intéresse le catholique. Si c'est un témoin de Jéhovah, il ne faut surtout pas parler de Dieu, il faut parler de Jéhovah. Donc, c'est compartimenté, c'est mon métier. Maintenant, je n'ai rien négocié avant de rentrer. Parce que cette question vous tient à cœur, vous me regardez, et je comprends qu'il faut que je vous réponde. Je vais répondre. Je n'ai rien négocié. Je me suis rendu compte qu'au fait qu'on était en train de perdre notre temps. La lutte était perdue. Sur les réseaux sociaux, vous avez dit que vous avez d'abord pris le temps de préparer psychologiquement les gens. Mais attendez, mais c'est mon métier quand même. Vous avez pris le temps de dire, bon, je soutiens désormais, je reviendrai faire campagne. Oui, mais c'est pas une approche. Non. Quand vous dites que vous n'avez rien négocié, non, j'ai rien négocié. On est un peu surpris. Non, vous savez, je vous ai dit qu'à 27 ans déjà, j'étais déjà conseiller de Sassou Nguesso en 97 et qui vient de rempiler encore, que je félicite au passage. Et bon, je me suis dit, il ne se fatigue pas, mais enfin, il est encore solide, son peuple l'a élu, tant mieux. Et je serai à son investiture, Inch'Allah. Je vais tout faire pour être invité et à lui demander, président, tu n'es pas fatigué? Et il va me dire pourquoi il continue à 88 ans. Alors, non, à 118 ans plutôt. Le sujet est celui-ci. C'est mon métier. Et la période est bien choisie. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a besoin de montrer l'homme qu'il est, homme de paix qui cherche la paix. Et avant de faire ce que j'ai fait, j'ai appelé la plupart, à part Léonce à qui je n'ai rien dit. Je lui ai dit, quand j'aurai fini de négocier, je vais te parler. Mais je lui ai toujours dit, le jour où je décide de rentrer, je vais rentrer parce que je n'ai aucun dossier contre moi. J'ai appelé la plupart des leaders d'un certain âge. Je leur ai dit, cette lutte est perdue par la faute de ceux qui ont candidaté au Bénin. Le Nigeria vient de m'appeler pour dire désormais, et ils reconnaissent le système, ils ne sont plus pour nos jérémiades. Telle personne ayant candidaté alors qu'il est procès de droit constitutionnel valide le truc. Et le parti le plus grand de l'opposition, parti de Yahi Boni, valide le truc. Donc eux, ils ne peuvent plus continuer à soutenir nos récriminations. Les Nations Unies qui me protègent me disent la même chose. Le Ghana, qui a été le pays qui a servi pays tampon pour que j'obtienne mon statut de réfugié avant de partir, m'a dit aussi la même chose. Voyez-vous, le Ghana reconnaît, les Nations Unies reconnaissent, la CEDEAO, mais qui moi je suis? Et l'argumentaire était quoi? Dès que les autres ont candidaté, vous n'êtes plus fondé à dire qu'il y a eu fraude qu'on vous a exclu. Et de ce point de vue, nous ne soutenons plus. Est-ce que ce n'est pas un prétexte quelque part? Non, c'est pas. Non. Si les autres ne candidataient pas, non, vous tenez. Ils vont tenir le même discours. Non, c'est pas. Non. Mais je leur ai écrit. Je peux vous. Ils le savent.
Je le leur ai dit, je leur disais depuis pour S'ils ne le faisaient pas, s'ils ne candidataient pas, ils tiendraient toujours le même discours. Non, ils ne tiendraient pas le même discours. Non, pas les lois. Un État est souverain, nous avons des lois, il faut les respecter. Non, l'État est souverain. Non, l'État est souverain. Mais la décision supranationale de la Cour africaine nous donnait au moins d'avoir un soutien. Je vais vous faire une confidence, sans trahir aucun secret. Les mamans du Bénin, qui est mon initiative, ont eu la faveur des États-Unis, qui les ont reçus, qui les ont écoutés. Mais dès que les autres, parce qu'on devait avoir une marche le 20 février, dès que les autres ont candidaté, les Américains ont dit, mais au fait, les mamans du Bénin, c'est bien, vous êtes des femmes qui ne sont pas des femmes politiques, mais les hommes politiques ont décidé d'accord parti de violer les arrêts de la Cour africaine. Dès que l'opposition a candidaté dans le format président et vice-président, vous ne trouvez-vous pas que votre lutte n'a plus d'objet politique et qu'il faut plutôt faire la lutte du pain et de la viande dans les assiettes? Ce n'est pas les États-Unis qui leur demandaient de marcher, c'était moi. Mais c'est ce qu'on leur a dit, on leur a fait remarquer. Et même, c'est aller un peu plus loin. Donc, ça a fait que moi, j'ai tiré leçon. Et puis, dites-moi, est-ce qu'il y a de honte à reconnaître qu'on a perdu? Non, vous avez saisi, vous avez profité de l'occasion pour... Ah ben, on a perdu. C'est à quoi que vous étiez en train d'attendre? Non, j'ai dit que situation... Oui, vous savez, depuis le 31 octobre, je me suis posé plusieurs questions et vous pouvez poser des questions à votre frère, il vous dira, je le leur ai toujours dit. Avec cette situation-là, il n'y a plus aucune lutte parce qu'on n'a aucun peuple derrière. Ce peuple n'est prêt à aucune révolution. Mais ne dit-on pas que les grandes révolutions, on n'a pas forcément besoin de grands noms pour le faire. Parce que finalement, on a l'impression que vous dénoncez, donc, vous dites que vous avez été délaissé justement par le peuple pour qui vous combattez. Est-ce que finalement, est-ce qu'il ne fallait pas faire sans le peuple? Et puis après, lorsque vous aurez gagné, le peuple va vous rejoindre. Bon, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce que vous dites là, pour y parvenir, ou alors on prend les armes, ou on prend des gourdins. Et on n'a ni les gourdins, ni les armes. Alors vous avez perdu. Attendez, et ce n'est pas notre option non plus. Mais écoutez. Vous avez perdu. Est-ce que c'est parce qu'on a perdu le soutien et on fait campagne systématiquement pour le président Macky Sall? Bon, alors, quel est le lien le lien est très facile. Parce que j'ai perdu, en même temps, je soutiens, je suis en campagne pour le chef de l'État. Bon, alors, je vais vous dire ceci. Oui. La première qualité qu'un commandant en chef, on lui enseigne, c'est de savoir reconnaître quand il a échoué. Et quand vous avez échoué, vous vous soumettez à celui qui a gagné. Et le gage de votre soumission, de la reconnaissance de votre échec, eh bien, c'est de faire au moins des pas qui montrent qu'effectivement, vous avez décidé d'entrer dans les rangs. Ça a été trop rapide. Non, ça n'a pas été rapide parce que vous n'êtes pas moi. Ça fait 5 ans que moi, je suis en exil. Ça fait des mois qu'on leur parle qu'ils n'écoutent pas. À la fin de l'émission... Mais est-ce que vous étiez en exil véritablement? Parce que qui vous a chassé du Bénin? Bon, alors, c'est ça que vous... Bon, alors, maintenant, pour rafraîchir votre mémoire, c'est aussi simple. Moi, j'ai toujours vécu en Guinée équatoriale. Mes affaires sont en Guinée équatoriale. Toi, en Guinée équatoriale, très bien. Quand j'ai été arrêté, sur demande du Bénin, eh bien, j'ai été expulsé de la Guinée équatoriale. Et l'arrêt de la justice, je vais vous donner les résolutions, c'est que je ne peux pas aller au Bénin parce que je serais un danger pour le Bénin. Et je ne peux pas rester en Guinée équatoriale, je serais un danger pour les relations entre le Bénin et le Nigeria. Donc, je me suis retrouvé apatride. Et puis, le Bénin a signé un document où je n'ai ni droit à un acte de naissance, un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, etc. Donc, je suis devenu apatride. Mon nom est encore dans la liste. Donc, si vous dites qu'on ne m'a pas envoyé en exil, non. Moi, je n'ai pas fui. Vous étiez déjà parti? Non, je n'étais pas parti. Parce que moi, je travaille là-bas. Donc, c'est là-bas qu'on est allé. Au fait, si je suis en exil, je suis en exil à partir de la Guinée. C'est de la Guinée que le Bénin s'est arrangé pour qu'on me renvoie de la Guinée. Ça revient à la même chose. Je ne peux pas venir dans mon pays, je ne peux pas aller dans mon pays d'accueil. Et maintenant, ceci étant dit, n'ayant aucun papier, je me déplace avec un titre de voyage des Nations Unies. Ce n'est pas rien. Maintenant, aujourd'hui, puisque je me dis, je suis innocent, je suis venu justement confronter la justice béninoise et c'est pour cela que je peux rentrer aussi aisément. Ce n'est pas aussi simple pour Adjavon qui a été condamné, pour Komi Koutié qui a été condamné,
Bon. Vous venez faire campagne pour Patrice Talon. Ah ben oui. Vous venez faire campagne. Quel est le lien? Le lien, c'est... Je reconnais ma défaite et je vais sur le terrain en même temps pour faire campagne. Oui, le lien est celui-ci. Oui. La nouvelle loi que l'opposition intérieure a fait valider par sa candidature nous impose que tout Béninois doit avoir un candidat, oui ou non, à moins que j'ai mal lu la loi. J'ai choisi. Vous ne me voyez pas quand même en train de prendre Djemba, il est fatigué. Vous ne me voyez pas prendre Koué, il est fatigué. Patrice Talon qui a eu 5 ans d'erreur et 5 ans de réussite par rapport aux infrastructures. Il est mieux placé pour savoir où est-ce qu'il a échoué, comment corriger. Parce qu'il n'y a pas d'école où on apprend à être président. Il a eu 5 ans pour apprendre. J'ai dit, je vais m'associer à lui pour avoir une opportunité aujourd'hui d'appliquer l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de concurrent? Aujourd'hui, vous savez que moi, je ne suis pas un menteur. Je ne me raconte pas d'histoire, moi. Il n'y a pas de concurrent. Et vous voulez que qui concurrence un président qui a fait 5 ans et qui a fait tout ce que j'ai vu comme infrastructure? Il y a eu beaucoup d'erreurs, ça c'est vrai. Beaucoup d'erreurs alors. Mais qui ne fait pas d'erreurs? Mais il y a eu aussi des réussites. Et je vais m'en tenir à ces réussites. Si vous devez noter la gouvernance Talon sur une échelle de 10, que direz-vous? Non, si je veux noter la gouvernance Patrice Talon, il faut compartimenter. Sur l'échelle des infrastructures de base, je vais lui donner 9 sur 10. Sur l'échelle de la communication, c'est-à-dire de parler à son peuple pour qu'on vous comprenne, je vais lui donner 6 sur 10. Parce que le président Patrice Talon a un problème de communication. Il a toujours la moyenne là. Et sur l'échelle de la pauvreté, de l'emploi des jeunes, non, de l'emploi des jeunes, je lui donne 4 sur 10. La pauvreté. Ça va, les deux vont de soi. Elles vont ensemble. Je lui donne 4 sur 10. Et c'est ça qu'il veut corriger aujourd'hui. En réalité, le président Patrice Talon, et c'est normal, hein, vous savez, il a décidé de reconstruire un autre État. Je voudrais que les Béninois le tiennent pour dire. On peut tout dire, notre démocratie, mais nous n'aurons plus jamais la démocratie type 90 qu'on a eu. Non, c'est fini ça. On ne l'aura plus. Même si moi, Kovi était président, un autre venait, je vais lui conseiller de tenir compte de ce que Patrice Talon a jamais existé et de partir de là pour construire quelque chose. Est-ce que, vous savez, j'ai vu un expatrié qui n'est pas béninois. Et ici, hein, je lui parlais, il me dit, mais écoute Bertin, je me plaignais de Patrice Talon, mais aujourd'hui, je le remercie d'un mot pourquoi. Il dit, mais je suis allé dans une administration pour qu'on me fasse mon travail. Avant, il fallait donner l'argent. Aujourd'hui, ils ont fait le travail sans demander rien. Et c'est moi content qu'il donne 1 million alors qu'on m'a payé 79 millions, je donne 1 million. Le gars dit non, 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 il ne veut pas. Il dit, mais la peur d'être tassé de corrompu est venue dans la tête de Benoît que lui, il était tellement surpris. Un Benoît qui refuse l'argent alors qu'il n'a pas demandé. Ça, c'est un grand progrès. Parce que nous sommes un peuple corrompu jusqu'à la moelle épinière. Vous savez, allez dans un village. C'est le peuple sans corruption. Il y a des États sans corruption. La corruption, est-ce que ce n'est pas un mal qui est planétaire, oui, mais je parle de notre peuple. Je ne parle même pas du fonctionnaire. Je ne parle pas du fonctionnaire. Allez dans un village. Sortez des billets de banque sanguinolents de votre sac. Donnez ça aux populations. Elles prendront. Vous donneront même leur fille en mariage sans jamais vous demander ce qu'elle sent. L'argent. Alors, Edouard Tchegbe, dans Wedoni. Voilà ce que nous sommes devenus. Vous savez quand même que le même peuple dont vous parlez, le même peuple, parfois, pour les élections, par exemple, dit, je prends le cas en 2016, Talon est le Zolouais, Zinsou est le Khotiémé. Non. Zinsou est le Zolouais, Talon est le Khotiémé. Oui. Donc, vous dites que c'est vrai que je prends l'argent de Zinsou, mais j'ai voté pour Patrice Talon. Et Patrice Talon, pour ce même peuple, est devenu président de la République. Et donc, est-ce que ce n'est pas faire un peu... minimiser. Alors, je vais vous répondre. J'ai compris là où vous voulez en venir. Il y a une chose que vous n'avez pas su. Notre peuple était dans le rêve des conteneurs de Kadhafi. Ça a aussi joué. Mais quand il disait Zinsou et Talon... Ça a vraiment existé? Ben, ça n'a jamais existé. Si ça avait existé, on l'aurait vu. Ça n'a pas existé. Mais, dans l'imaginaire populaire, eh ben, le conteneur de Kadhafi. Parce qu'en réalité, quand je prends le programme, et je vais être prétentieux cette fois-ci, en 2016, si les Béninois devaient voter sur la base d'un programme, c'est moi, Kovi, qu'il fallait voter. Il n'y en a pas deux. Et mon programme est à la disposition de chacun. Je parlais d'infrastructures, je parlais des réformes, mais je parlais d'économie fondamentale aussi pour que nous fassions cela. Bon, mais je comprends que le président Patrice Talon, lui, il a décidé de faire d'abord les infrastructures de base et il les a réussi. Aujourd'hui, de 2021 à 2026, son programme, le développement, ça y est, ça a un brin d'économie fondamentale. J'ai dit, je vais m'associer à lui.
pour parfaire ce programme-là. Quels sont les éléments de ce programme qui vous font dire que ça a un brin d'économie fondamentale? Surtout qu'en 2016, on ne vous a pas permis justement de toucher le programme et d'y mettre votre projet d'économie fondamentale. Aujourd'hui, quelle est la garantie que vous avez que ce brin va... Alors, puisque il faut être prévoyant dans la vie, dans le programme du président, il y a une page, j'ai tout lu, mais il y a quelque part ici où, voilà, on dit, c'est moi qui demande de viabiliser 500 000 hectares de terres agricoles. Nous sommes à la page, est-ce que c'est numéroté? À la page 42. À la page 42, c'est écrit noir sur blanc. Et vous voyez, le programme, ce projet, c'est le même projet pour le Togo. Au fait, que je ferai aussi au Bénin. Mais ici, c'est l'État déjà qui s'engage à viabiliser, aménager 500 000 hectares de terre. Et le financement est déjà obtenu. Logé à la BCAO, juste à être utilisé. 500 000 hectares. C'est ce que je propose au Burkina Faso, au Ghana, au Togo, au Nigeria, à la Guinée-Conakry, etc. Mais dans mon cas, par contre, c'est un partenariat public-privé. Nous avons nos partenaires et des fonds agricoles qui nous permettent d'avoir de l'argent, de viabiliser les terres, de les distribuer aux populations à hauteur de 5 hectares. Et sur la totalité, 40% sont mis à la disposition des mamans, 30% pour les jeunes, 30% pour les seniors. Mais ici, dans le programme de Patrice Talon, l'État béninois décide déjà de viabiliser 500 000 hectares. La différence, et j'espère que le programme me permettra d'influencer la distribution, et ce que je ne ferai pas, je ne mettrai pas 350 000 hectares à l'acajou, c'est trop. Je vais mettre... Oui, en Acadie, c'est l'acajou, au fait. C'est le nom scientifique. Et 50 000 hectares pour le riz, ce n'est pas mauvais, mais moi, je l'aurais amené à 150 000 hectares. Parce que ça produit très vite. Alors, 20 000 hectares de bananiers, je garde ça. 10 000 hectares d'orangers, je garde. Et baobab, ça dit ça, c'est un génie. Vous savez que le pain de baobab est riche en fer. Et très recherché au monde. Donc, replanter les baobabs a été une idée de génie. Alors, il dit 50 000 hectares de EVA cacao. Je ne suis pas sûr que je ferai EVA cacao, mais enfin, je comprends qu'il faut payer l'emprunt. Et il faut un produit de rente pour garantir à celui qui vous passe de l'argent que vous allez vendre sur le marché pour avoir le financement. Donc, ces produits-là sont là pour garantir le prêt. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, on va garder. Le palmier à huile, 5 000 hectares de palmier à huile. C'est bien. C'est pour la consommation locale. 2 000 hectares de pommiers africains. Ce que vous appelez Asro. Ben, c'est aussi très bien parce que c'est en train de disparaître. Et 2 000 hectares de cocotiers, c'est parfait. En gros, vous avez été séduit Oui, 10 000 hectares. J'ai été séduit par ne serait-ce que ce pan-là. Mais maintenant, il y a des choses à améliorer et autres tout. La pêche. Et moi, j'ai mon programme que je lui ai remis. Je veux, nous-mêmes, nous voulons créer des barrages. Et dans ces barrages-là, nous allons élever du poisson que nous prendrons pour aller ensemencer nos cours d'eau. En réalité, aux États-Unis, qu'est-ce que les Américains font? Ils ont des barrages où, si c'est de la carpe, on élève les carpes et après, on va les jeter dans les cours d'eau pour que ça se multiplie en milieu naturel et que les pêcheurs puissent avoir des poissons. Moi, je l'ai dans ce programme. Ils ont parlé de développer la pêche, améliorer, mais ils n'ont pas dit ça. Donc, mon programme, je vais vous le laisser. C'est un programme de développement de l'économie fondamentale, apport de l'Alliance Iroko. Je vous laisse ça à votre plateau, vous allez lire et vous comprendrez un peu ce que je dis. Donc, l'État a des pans qui ressemblent à ce que je veux, ce que je souhaite. Et il ne peut pas être moi. Donc, il y a des nuances et autres et tout. Alors, le financement dont vous parlez, qui est déjà logé, oui. C'est un financement mobilisé par l'État? Par l'État, oui. Par l'État béninois. Pour le programme de Patrice Talon, hein. Mobilisé déjà par l'État béninois. Oui, mais pour votre programme, puisque vous dites que vous avez déjà... Oui, mais attendez, moi, on fait la même chose au Togo. On a nos partenaires financiers qui ne sont pas des philanthropes. En réalité, ça revient à quoi en réalité? Ne nous racontez pas des histoires. Nous devenons de grands agriculteurs sans jamais aller au champ. C'est-à-dire, on fait un accord avec les propriétaires terriens. Voici le schéma. Il y a un accord avec les propriétaires terriens à viabiliser leurs terres. Il y a aussi un accord pour que ces terres-là puissent être utilisées par des agents agricoles qui souvent, malheureusement, veulent faire le champ mais n'ont pas de terre. Eh bien, nous faisons cet accord-là. Ceux-là produisent sur ces terres. Nous les rachetons. C'est pour ça que c'est nous qui décidons de ce qu'ils produisent. Passez-moi la fiche, je vais vous lire tout ce que
et tout ce qu'ils produisent. Alors nous n'avons pas d'acajou, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons produire par exemple du maïs, du soja, du piment rouge, du riz, du manioc, du sésame, du gombo, de la tomate, de la pomme de terre, de l'arachide, du sorgho, de l'igname et quelques plantations d'acajou. Ça revient toujours aux plantations d'acajou. Parce qu'en fait, ceux qui nous passent de l'argent sont intéressés par un produit phare qui garantisse réellement le remboursement au cas où le riz n'aura pas un marché, le maïs n'aura pas un marché, l'acajou aura de marché. Est-ce que finalement, qui a triché qui? Est-ce que c'est vous qui avez tiré Parti Salon ou si c'est Parti Salon qui vous a triché? Je n'ose pas dire... Il y a autant de similitudes. Donc, je n'ose pas dire Patrice Talon m'a triché. Je n'ose pas dire Patrice Talon m'a triché, mais mon programme, ce programme-ci était déjà celui de 2016. Donc, c'est resté disponible et toute personne peut consulter. Quand j'ai lu ce document, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais j'ai vu une attention à mes idées. Et puis, mes idées sont de notoriété publique, j'en parle un peu partout. Donc, c'est pour ça que vous avez décidé de battre campagne pour le duo Talon-Talata. Non, j'ai décidé de battre campagne pour Patrice Talon pour sa réélection à 98% pour lui dire, Président, je suis revenu à la République et mon gage, c'est que tu sois réélu à 98% pour que j'ai peut-être une chance et que tu oublies mon impertinence durant 5 ans. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de honte à dire. Non, mais est-ce que quelque part, il y a des intérêts politiques derrière ça? Est-ce que c'est parce que vous estimez qu'en 2026, vous avez des chances de revenir au devant de la scène pour entrer au gouvernement, ou négocier votre entrée au gouvernement après la réélection de Patrice Talon? Vous savez, le gouvernement n'est pas forcément mon fort. Vous revenez en 2026, forcément, on ne fait rien pour rien. Non, mais on ne fait rien pour rien. Mais moi, je veux... En matière politique, oui, mais moi, je veux franchement être l'héritier de Patrice Talon. Donc, vous êtes le dauphin? Pas dauphin, son héritier. Quand je prends ce programme, je crois que je suis le mieux placé pour comprendre ce qu'il dit et pour pouvoir même continuer. C'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. En 2026, vous estimez que vous allez continuer? Ça peut être 2032. Vous serez... Ça peut être 2032 ou bien... Après, il y a des questions d'âge aussi qui comptent. Non, ça peut être 2032. Monsieur Nekobi, soyez direct sur le plateau. Attendez. Il y a forcément un intérêt politique. Non, ça peut être 2032. En matière politique, on ne soutient pas pour soutenir. Ben, curieusement, ça a été peut-être mon erreur depuis toujours. J'ai commencé la communication politique avec Adrien Ngouilly en 2005. Quand nous avons perdu, avec Yaïbouni, Yaïbouni demandait de me nommer, c'est moi qui ai dit non. Je lui ai dit, ceux qui ont perdu doivent faire l'opposition. C'est ça ce que je sais de la politique. Donc, permettez-moi de faire l'opposition. Le président Kérékou, en 2005, à quelques mois, voulait me nommer aussi, j'avais dit oui. Yaïbouni, après, il a dit oui, j'ai dit non. Le président Talon, ceux qui sont à Zalaï savaient qu'il avait une affection particulière pour ma personne. Il m'appelait Dahovi, ceci, parce que mon culot a toujours fasciné. Et je sais que je suis culotté. Ça, c'est vrai. Alors, s'il revenait et il cherche à vous nommer, vous avez dit non? Ça dépendra de ce qu'il va proposer. Si il me demande, par exemple, de m'occuper de l'économie fondamentale, dans un ministère digne de ce nom, oui. Mais si c'est juste pour être ministre dans un gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Parce que si c'est l'argent là, ce que je fais en tant que consultant, le ministre doit être réellement payé pour avoir ce que je gagne. C'est pas cela. Et il n'y a pas cette porte-là que je n'ouvre pas. Je vais vous montrer un document. On a écouté des audios, vous êtes en train de vous plaindre. Oui. Vous avez perdu des milliards. Attendez. Vous refait une service financière. Il y a des saisons. Il y a eu des moments où j'ai bu de l'eau plate pour dormir. Et son frère est mieux placé pour le savoir. Mais après, j'ai dû réactiver mes relations et mon travail d'économiste fondamentaliste a repris. Et j'ai commencé par faire des voyages, même en jet privé. Je prie seulement Dieu que ceux-là ne disent plus que, comme maintenant je ne suis plus en danger, ils ne vont plus envoyer d'avion privé me chercher. Puisque... Finalement, votre exil n'a pas été aussi... Et avec la réalisation du Parti Salon, est-ce que c'est pas non, mon exil a eu des saisons. Une santé financière. Mon exil a eu des saisons. Mais depuis un moment donné, je crois que... Tout va bien. Tout va plutôt mieux. Et surtout avec le soutien à Parti Talon, est-ce que vous n'allez pas vous refaire une santé financière? Je me suis déjà fait une santé financière. Non, je me suis même déjà fait une santé financière. Je peux vous... Hier... Avant de venir ou après les négociations? Avant de venir même. Parce que... Mais ce projet, je suis en train... Je dis c'est un projet de 1 milliard de dollars. 500 000 hectares à viabiliser. Ceux qui financent ne sont pas des philanthropes. Hein. Ils veulent que nous produisions
a fait les mêmes choses. Le soja, le maïs, etc. Au Bénin, ici, on a fait plusieurs expériences en matière d'agriculture. Oui. On n'a pas des machines agricoles, on n'a pas de soutien. Pendant 5 ans, nous avons vu Patrice Talon se battre par rapport au secteur agricole, mais finalement, c'est le coton qui a pris le pas et on n'a pas vu grande chose. Est-ce que vous avez foi que tout ce qui a été écrit dans ce document-là, que vous avez sur votre document-là, pourrait être réalisé au cours des prochaines années? Oui, alors je vais vous dire pourquoi ça va se réaliser. C'est-à-dire tenant compte des expériences oui, passées, mais les expériences, justement... On a bavardé, mais on n'a rien eu. Non, les expériences ont justifié finalement ce document. Les expériences ont justifié ce document. Et quand j'ai rencontré le président Patrice Talon, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu peiné de tout l'effort qu'il donne pour les Béninois et qu'on ne reconnaisse pas l'effort qu'il fait. Et il s'est dit, certainement les gens sont faim, il faut améliorer le pain et la viande dans leurs assiettes, et c'est à cela que ceci s'attelle. Je suis convaincu que cela va se faire. Cela va se faire pourquoi? Vous savez, le président Patrice Talon est un maillard du coton, c'est le coton qu'il connaît. Il a cru qu'il suffisait de faire du coton pour que les Béninois soient heureux. Et les cotonculteurs au nord sont heureux. Quand vous leur dites qu'il faut que Patrice Talon s'en aille, il dit mais non, il faut qu'on le garde parce que lui, avant qu'on amène même le coton à l'usine, on est déjà payé. Donc les cotonculteurs ne se plaignent pas, mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils finissent de faire le coton, il n'y a même pas de maïs à acheter pour manger, puisqu'ils ont fait trop de coton. C'est pour cela que nous venons viabilité des terres additionnelles. Et je vous ai dit, dans mon programme, je ne fais pas du coton. Je ne fais que ce qu'on mange. Bon, il y a un chant que j'aimais bien pendant la Révolution. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais nous allons fredonner ça ensemble. Adonacton we mingbe, bodo domina legele. Au fait, la révolution faisait la promotion de ce que nous allons manger d'abord. Et c'est ça que ce programme propose aujourd'hui. Et c'est toute la nuance, c'est toute la différence. Oui, mais tout ça, vous savez que dans la mise en œuvre, oui. Peut-être que les terres sont déjà disponibles, mais la question de la transformation, la question de la mécanisation, c'est des questions qui restent en suspens. Pendant combien d'années nous allons pouvoir mettre tous ces éléments en place? Parce que d'abord, le Bénin a des problèmes de stockage. Lorsque vous avez lu le rapport sur la faim transmis au chef de l'État, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, vous avez vu que parmi les éléments que nous avons en matière agricole, c'est que des problèmes que nous avons, on a des problèmes de stockage. Allez, votre programme, vous parlez de la transformation, vous parlez des industriels qui viendraient au pays. Tout ça va se faire en combien de temps? Est-ce que vous avez un agenda? Est-ce que vous avez un calendrier par rapport? C'est-à-dire 2021-2026, ça se fera concomitamment. C'est-à-dire... Comment ça se fait? Ben, très bien. L'État de Minnesota aux États-Unis, qui est un État agricole, vous mettez Minnesota, vous verrez ce qu'ils font. C'est à peine 6 millions de population, mais c'est la 12e puissance mondiale agricole. Un petit État, mais qui est spécialisé dans l'agriculture. Ce n'est pas pour le Bénin, cette lettre-là, c'est pour le président ghanéen, c'est pour le Ghana et d'autres pays que moi, je travaillais pour que Minnesota vienne s'installer chez eux, faire des accords de partenariat et de jumelage entre cet État-là et certains États. Pour que eux qui ont l'expérience de la transformation du soja, du coton, de ceci, eh bien, ils viennent s'installer chez nous. Pourquoi ils le font? Parce que qu'est-ce qu'ils y gagnent, eux? Ils estiment, et c'est la politique du nouveau président, qu'il faut aller installer les moyens économiques en amont afin que les gens cherchant du travail ne viennent pas aux États-Unis se constituer en réfugiés ou je ne sais pas quoi, économique. Donc, Minnesota est choisi entre autres États pour aller installer des capacités de transformation dans ces États-là. Je suis en contact avec le gouvernement. Je suis en train de travailler pour le jumelage du Ghana et Minnesota, et c'est la lettre de confirmation au président du Ghana, qui est la lettre écrite quand d'ailleurs? Je crois le 23. Et le 24, j'ai fait écrire la lettre du président Talon, puisque je suis rentré le 22 entre-temps. J'ai dit, mais pourquoi pas? Je n'irai pas chez Patrice Talon, les bras ballants. Chez nous, de façon pratique. Mais attendez, nous allons y venir. Donc, c'est Minnesota qui vient nous installer des unités. Ils ne sont pas des philanthropes. Là-bas, ils sont même aujourd'hui plus pressés pour venir au Bénin qu'au Ghana. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le Nigeria qui fait 50 millions de consommateurs à notre disposition à moins de 300 km de notre frontière. Le Nigeria, c'est 200 millions de population, oui. Mais les consommateurs que nous, on a à moins de 200 km de notre frontière, c'est 50 millions. Et c'est ce marché-là qui les intéresse. Et on produit au Bénin, on consomme, on transforme, on consomme, le surplus est vendu au Nigeria. C'est le programme. On ne veut même pas aller en France, n'importe où, non.
Et c'est d'ailleurs pour cela que je travaille avec le Nigeria pour que le Bénin soit le 37e État économique sur le plan économique du Nigeria. C'est-à-dire une intégration économique où il n'y aura même plus de frontières entre nous en ce qui concerne ce qui est produit au Bénin ou au Nigeria pour entrer ici. Donc oui, en 5 ans, nous allons le faire. Mais vous attention. 3 ans pour installer les usines. Attendez. Vous allez prendre 2 ans pour aménager les terres. Attendez. 4 ans pour installer les usines et finalement, c'est en fin de mandat. Oui, mais le mandat. Attendez. En principe, vous devez déjà quand même planifier cela. Mais tout ça est planifié. Pourquoi vous voulez que je vous donne un chronogramme? Oui, pour permettre aux Béninois de vous suivre, justement. Non, ce n'est pas moi qui suis candidat. Depuis des années, les gens ont souvent dit la mécanisation, l'agriculture, c'est le système. Voilà, la mécanisation que les gens disaient là. L'industrialisation, et puis on n'a rien eu. Non, ça c'est des histoires. On vient de finir encore 5 ans. Non. Donc, votre projet, est-ce que vous n'avez pas un agenda clair pour nous? J'ai dit un agenda est organisé, vous savez. Mais ce n'est pas encore finalisé. Non, c'est totalement finalisé. C'est en cours de finalisation. Non, c'est pas finalisé. C'est pas en cours. Non, attendez. Puisque c'est la même chose. Même les chiffres. Le même programme qu'on fait au Togo est le même programme qu'on va appliquer ici, le même qu'on applique au Ghana, au Nigeria, etc. On ne va pas réinventer la roue. Donc, le programme est ici. Et je vous dis que j'étais, avant de rentrer, j'ai encore acquis du matériel agricole, des tracteurs, pour le projet du Togo. Hein. Mais quand le Bénin, parce que dans le pot, je me suis dit, je suis rentré avec le cœur qui sautait, est-ce que la frontière ne va pas m'attraper? Quand je suis passé à la frontière, personne ne m'a rien posé comme question, je dis, ah, on te regarde, ouais. Quand je suis rentré chez moi, vous savez, moi je suis un communicant, j'ai utilisé les médias pour me faire... C'est votre tour pour préparer psychologiquement. Ah ben oui, mais... Pour dire, à partir salon, je viens, mais fermez l'œil d'abord. Moi, j'ai un doctorat en psychologie de la communication. Mais vous savez que le mandat d'arrêt, pour ce qu'on nous a dit, on a chanté sur la rupture, le mandat d'arrêt, dès que vous venez au pays, on dépose d'abord et après on présente au juge. Non, ce n'est pas systématique. Non, ce n'est pas systématique tout simplement parce que moi, j'ai une décision de justice déjà. La Guinée équatoriale a notifié au Bénin la décision de non-lieu. Donc, il fallait quand même que le Bénin tienne compte de cela, ce qui a été fait. Et vous savez quand même que je suis sous la protection des Nations Unies et le Nigeria aussi. Donc, beaucoup de pays ont plaidé ma cause auprès du président qui a dit, mais moi, je n'ai rien contre Corvi. Mais la justice béninoise doit quand même fonctionner. C'est pas parce que... Mais non, attendez. Le mandat d'arrêt est toujours en cours. Non, vous déposer. Non, déposer, non. Non. J'ai un acte. Parlons de la loi. Attendez. Est-ce que l'État béninois qui a émis le mandat d'arrêt a annulé son mandat d'arrêt? Le mandat est celui-ci. Écoutez comment ça fonctionne. Parce que moi, je suis allé à la justice. Oui, expliquez-moi. Le processus d'annulation de ma situation est en cours. Au fait, le juge m'a écouté. Il m'a reçu, dit, nous avons reçu ce que la décision de la Guinée équatoriale. Mais pour l'appliquer, il fallait au moins votre présence sur le territoire national. Sinon, on aurait déjà enlevé votre nom de la liste. Est-ce que vous avez été écouté? Oui, bien sûr. Je me suis... Après l'audience avec le juge, qu'est-ce qui a été retenu finalement? Le juge a pris acte de ce que la Guinée, effectivement, a prononcé un non-lieu. Le dossier n'est pas constitué, mais vous n'arrêtez pas quelqu'un sur des affabulations. La décision de la justice de la Guinée équatoriale n'engage pas la justice. Ça engage ici. Si la justice béninoise rendait elle-même sa propre décision, annulait depuis... J'ai dit la décision de la justice de la Guinée équatoriale. Vous êtes revenu au pays, mais vous étiez quand même sur le coup de mandat d'arrêt. En principe, on devait d'abord vous déposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, moi, quand je suis rentré, vous savez que depuis le 11 septembre 2019, le Bénin ayant demandé une coopération judiciaire avec la Guinée équatoriale, s'est retrouvé sur le bras une décision de justice de la Guinée équatoriale qui prononçait un non-lieu. Tout simplement parce que j'ai fait 6 mois de détention provisoire sans que le Bénin ne soit jamais venu étayer son accusation. Et quand la Guinée équatoriale a reçu finalement du Bénin une accusation, elle se rend compte, le procureur se rend compte que j'ai été arrêté le 17 avril et que c'est seulement le 17 mai que le Bénin m'accusait. Alors le procureur pose la question à ceux qui m'ont arrêté, parce qu'il n'était même pas, même mon arrestation en Guinée, violait les décisions. Le procureur n'était même pas au courant. Il dit, mais comment est-ce que vous avez pu deviner que M. Corvi sera recherché à partir du 17 mai pour l'arrêter le 17 avril? Et c'est même pour cela que dans la résolution de la justice de Guinée équatoriale, je suis fondé à demander de dommages et intérêts au Bénin et à l'État de Guinée équatoriale pour séquestration. Et le procureur, sa décision était même contre son État. C'est-à-dire qu'il plaidait en ma faveur, au lieu que je sois accusé,
C'est la Guinée qui l'accusait et le Bénin qui l'accusait. Pour dire les États africains doivent apprendre à respecter le droit. J'ai cette décision-là. Cette décision a été notifiée au Bénin. Quand je rentrais, je suis venu aussi avec la même décision. Alors, moi, respectant la justice béninoise, je me suis quand même présenté. Et j'ai remis déjà la décision que j'ai de la Guinée équatoriale, que même ils avaient déjà. Ils auraient pu déjà annuler ma poursuite, même puisque je n'étais pas sur le territoire national, ils ne peuvent pas prendre acte tant que je n'ai pas mis pied au Bénin. Est-ce que vous avez été reçu? Ben oui. Reçu par le juge d'Aéroport. J'ai été reçu par le juge en question et il a dit maintenant qu'ils vont lancer la procédure pour décider. Mais puisqu'il ne m'a pas gardé, il n'a pas jugé digne et n'essaie de me garder, c'est que moi j'ai foi que je serai relaxé. Voilà. Donc, ceux qui se plaignent, vous savez, c'est moi-même qui nourris la polémique parce que j'aime ça. J'adore ça. Le goût de ça, vous ne savez pas. Parce que quand vous mentez la polémique, pour un homme politique, qu'on vous insulte ou bien qu'on parle bien de vous, ce n'est pas important. Qu'on parle de vous, c'est l'essentiel. Donc, c'est moi-même qui distille ce que je veux comme information. Si vous ne m'aviez pas posé la question, je n'aurais jamais abordé ce sujet-là parce que c'est un sujet sérieux. Maintenant, quand je mange à table avec du poisson, c'est juste pour amener les Béninois à promouvoir la pêche et leur dire le développement, ça y est, et ils auront le pain et le poisson dans leurs assiettes. Et que j'ai la campagne sur notre plateau. Ah, mais c'est que j'ai commencé. Non, mais c'est pas ici, c'est pas pour la campagne électorale. L'audition avec le juge, c'était avant la rencontre avec le président ou après? Ben, c'était avant. Moi, je vous ai dit, et tenons le pour dire, je préfère être en prison, à Mistrete ou bien n'importe où, respirer l'air du Bénin que d'être un exilé qui part à gauche, à droite, tu vois quelqu'un, tu as peur qu'on t'assassine, même quand on ne te pense même pas à toi, c'est toi-même qui as peur. Ce n'est pas une gloire que d'être exilé. Vous ne savez pas le stress qu'on vit. J'ai décidé de rentrer quoi qu'il arrive. Vous ne pouviez plus donc tenir avec la pression. La pression, et surtout, je vous ferai une autre confidence. Ma mère est morte le 28 octobre. Mon père est mort le 5 avril. Il y avait les cérémonies aussi de mon père qui devaient se faire du 28 mars au 5 avril. J'ai décidé de venir faire ces cérémonies-là et j'ai commencé ces cérémonies. Et après la cérémonie, pour moi, dans ma tête, on peut me jeter en prison, je m'en fous. Mais au moins, j'aurais honoré de ma présence la cérémonie de mon père qui a pleuré durant 6 mois parce qu'on lui a détecté un cancer trop tard. On lui a dit qu'il n'avait pas 6 mois. Il m'a tout dit, m'a supplié pour que je demande pardon à Talon pour qu'il me voie au moins de son vivant de mourir. Je lui ai dit, papa, la mort n'existe pas. Si tu meurs, on va se retrouver dans l'au-delà, ne t'en fais pas. Moi, j'ai encore 70 ans à vivre parce que je vais vivre 120 ans. Il est écrit, Genèse 6, verset 3, l'homme vivra 120 ans. Et c'est ma foi, je le proclame tous les jours. Donc je lui ai dit, tu peux mourir tranquille. Mais nous allons nous retrouver dans l'au-delà. Alors, ma mère aussi pleurait. Et en octobre, j'ai dit la même chose. Et quand on dit on fait la cérémonie, vous savez, il faut avoir vécu ce que nous avons vécu pour comprendre. Vous savez, ceux qui sont restés ici, ils n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas que je suis téméraire, hein, mais il arrive des moments où vous faites une folie. Et quelque part, je dirais même, ma décision de rentrer est presque une folie parce que je n'ai rien préparé. D'ailleurs, le président m'a dit, mais je vous ai trouvé courageux, vous n'avez rien négocié à personne, vous n'avez rien dit, et vous êtes rentré. Et ça montre que vous ne vous reprochez rien. Est-ce que vous avez, quelle est l'évolution du dossier avec les juges? Vous êtes rendu à la justice? Il a dit oui, monsieur le président. Il dit bon, d'accord. Et c'est très bien. Il faut demander aux autres exilés, soyez le pont entre la République et ceux-là qui entrent. On trouvera forcément une gestion humaine de la situation. Il a dit, moi j'ai fait 3 ans d'exil et je sais que ce n'est pas facile de vivre en exil. On va trouver une solution. Et je lui ai dit, je vais être ce pan-là. Et je voudrais vous faire une confidence. Moi, le 6 et prochain, quand je vais le voir, je serai avec l'imam de Calavi Agori, et qui est un très critique du régime. Je serai avec Balogun Kouchoro, le président du culte vaudou, qui ne critique pas, mais enfin, qui est resté un peu en marge, pour que ceux-là puissent aller dire au président Patrice Talon, yeux dans les yeux, ben, ce qu'ils pensent et ce qu'ils peuvent faire pour que la paix revienne entre les fils du Bénin. Après ça, j'ai aussi maintenant les membres de l'Alliance Iroko qui vont me suivre. J'ai vu, moi, un président qui est disposé à ce que les fils d'un même pays parlent ensemble. Je ne sais pas si c'est la campagne qui le rend doux, mais je ne sais pas s'il est vraiment comme ça, ça voudrait dire qu'on s'est trompé sur le personnage. Mais vous êtes déjà très emballé. Est-ce que vous pensez donc à cette
possibilité-là, que dès que le pouvoir sera de retour dans ses mains, qu'il change? Mais le pouvoir est toujours dans ses mains, ne vous trompez pas. Oui, mais là, vous l'avez dit, actuellement, il a besoin quand même... Non, il a besoin, ce dont il a besoin, et tout pouvoir a besoin, c'est un personnage comme moi, chef de l'opposition véritable, et qui est reconnu mondialement comme le chef de l'opposition, contrairement à ce que les Béninois croient. C'est ce que les Nations Unies disent. Le Nigeria m'a dit aujourd'hui, mais si toi tu vas chez Patrice Talon, c'est qu'il n'y a plus d'opposition au Bénin. Je suis désolé pour mon ami Léon Songbadi qui fait des pieds et des mains pour que une certaine façon de voir les choses se passe. Mais je lui dis, et je profite pour vous dire, appelez-le, dites-lui, grand frère, rentrez chez vous, ne perdez pas votre temps à Paris, ça ne donnera rien. On a perdu, rentrez, mais Rougan est innocent. Donc, effectivement, après, Patrice Talon peut me mettre en prison s'il veut, peut me chaud, moi, je suis fatigué de rester dehors. Ici, là, c'est ma terre. S'il doit mourir, fin à Koudori. Je ne partirai pas, même si on me menace. Je peux... Mais en prison, en plus, on n'est pas aussi malheureux. En prison, non, on n'est pas aussi malheureux. J'ai fait 6 mois de prison et dans ma vie, j'ai déjà fait une fois 30 mois de retraite spirituelle. Avec un statut particulier, tous les prisonniers n'auront pas forcément toute la faveur que vous avez eue en Guinée. Ah, vous croyez ça? Non. Au départ, les 2 premiers mois étaient très difficiles parce que la Guinée se préoccupait de sa sécurité à elle. Je ne veux pas parler de la Guinée. J'ai pardonné, j'ai décidé d'oublier. Mais ça a été humainement difficile. Justement, revenons au Bénin pour parler donc de cette rencontre. Il y a déjà eu une première rencontre, vous l'avez dit, et il y a une autre qui est programmée pour le 6. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire le mardi dernier et qu'il faille encore que vous revoyiez encore? Mais l'impertinence est de Hungbadji alors. Vous parlez exactement comme votre frère Léonce. Vous l'entendez? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire? Vous voulez que vous dise ça? Non, mais on veut savoir. Mais votre prénom, c'est quoi déjà? C'est Koshimo. Ah, Koshimo. Bon alors, très bien. En réalité, le président Patrice Talon m'a fait l'insigne honneur de me recevoir, moi et mon épouse, à domicile. Ce qui a été un très grand honneur, une grande considération. Et j'étais un brin stressé, mais c'est lui qui a désamorcé l'atmosphère. Il faut être sincère. Et monsieur le président, je voudrais vous dire merci pour... Vraiment, je venais, le cœur qui battait à la chamade, mais vous m'avez rassuré par la première phrase. Alors, il a dit quoi? Il a dit, Corvi mon frère, comment vas-tu? Mais tu es rentré depuis quand? Alors, quand il a dit Corvi mon frère, comment vas-tu? Tu es rentré depuis quand? Alors, quelqu'un qui vous en veut ne dit pas Corvi mon frère. Pour un président qui m'appelle son frère, non, donc, on est en politique, vous le savez. Ben oui, on est en politique, mais j'ai eu beaucoup de présidents qui, même quand ils ont besoin de vous, ils ne vous traitent pas de mon frère. En réalité, il a voulu montrer, décrisper la situation. On est en politique. Bon, qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? On a tout dit. Mais on a parlé cette fois-ci seulement des affaires familiales. Bon, alors, je vais vous perdre, si ça vous intéresse. Moi, j'ai eu le courage de demander au président. Il a dit, monsieur le président, Rekiat Madougou, c'est une femme. Et elle a eu l'impertinence de dire certaines choses, peut-être de faire même certaines choses. Je ne veux pas savoir si le dossier est constitué ou pas. Les enquêtes suivent leur cours. Mais j'estime que c'est une femme. Et comme dit Dakpe Sossou, c'est une mine. Et je ne souhaiterais pas qu'on perde la mine. Est-ce que, après votre investiture, vous ne pouvez pas voir comment gérer le dossier humainement et en faire un dossier politique pour qu'on puisse trouver comment la libérer? Parce que qu'elle reste à misérété, et ça va la détruire. Et je souhaite que vous, si moi, Corvi, vous me recevez, vous fassiez un effort sur vous-même pour voir une solution. Il m'a dit, mais c'est un dossier judiciaire. Il dit, mais monsieur le président, nous sommes en politique et vous êtes mieux placé que moi pour savoir que l'homme politique, le président, a tous les pouvoirs. Elle n'est pas condamnée. On trouvera. Même si on doit la mettre en résidence surveillée, c'est encore mieux. Qu'elle soit chez elle, c'est mieux que d'être à misérété. Et le président a dit, monsieur Corvi, j'ai entendu, je vais réfléchir, mais je n'ai pas tous les pouvoirs comme vous croyez. Si jamais on l'élargit, on dira que je suis dictateur. Et vous écoutez les membres de son parti qui, tous les jours, ne font que des publications pour dire qu'elle me défie en prison. Alors que ce n'est pas un dossier Talon Rekia. J'y suis pour rien. Donc, je lui ai parlé et il a montré un intérêt humain à cela et ça m'a surpris. J'ai parlé aussi de je veux être le pont entre lui pour le retour des Adjavon, des Komi Koutié, de Léari Soglo,
de Léonce Moumbadi, il m'a dit, mais Léonce, moi, j'ai rien contre lui. Et personne ne lui... Il n'est dans aucun dossier ici. Il faut le lui dire. Le président dit qu'il est dans aucun dossier. Il peut rentrer chez lui. Quand il sera fatigué de la neige, là, Niwakwe. Donc, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, il n'y a rien contre lui. Donc, je lui ai aussi dit ça. Il m'a dit, mais c'est à votre honneur, essayez de voir comment vous allez leur parler. Les fautes que chacun a à commettre, s'il reconnaît sa faute, on peut trouver toujours humainement comment résoudre ça. Et il continue de dire, moi, j'ai fait 3 ans d'exil et je sais que ce n'est pas facile. Il dit, je me suis humilié, j'ai tenu tout le monde pour pouvoir voir Yaya Boni et négocier mon retour. Vous ne savez pas à quel prix, à quelle humiliation. Bon, s'ils font le pas, si vous pouvez être l'intermédiaire. En tout cas, ce qu'il m'a dit, est-ce qu'il était sincère ou pas, j'en sais rien. Maintenant, pour votre curiosité, je sais que les Hungbadis sont tenaces quand ils veulent quelque chose. Alors, je vais vous répondre. C'est moi qui ai estimé que ceux qui crient que le 6 octobre, le 6 avril, le mandat fini, et le 5 à minuit, le 6, il n'est plus président. J'ai dit, moi, président de l'Alliance Iroko, je viens lui rendre visite avec une délégation de mon parti pour venir le féliciter pour le début de ces 45 jours de transition. Une manière de naguer vos essais. Ben, je nague personne. Je viens prendre acte pour m'assurer qu'il est bien installé dans cette nouvelle fonction de 45 jours. Aussi simple que cela. Et maintenant, si quelqu'un veut chasser Talon du palais le 6, il va falloir qu'il me chasse aussi, ensemble avec lui. Vous serez là également. Ben oui. Alors, voilà. Bertin Kaouvi, nous allons aborder à présent, je ne dirais pas votre vie privée, mais quand même, je suis sûr que beaucoup de Béninois ne vous connaissent pas, au-delà des audios, au-delà donc de vos activités politiques et tout. Bertin Kaouvi, dans la vie active, détaché de la politique, c'est qui réellement? Alors moi, Bertin Kaouvi, j'ai plusieurs facettes. Je suis économiste, et nombreux savent plutôt ça. Et je suis aussi communicant, j'ai fait une psychologie, ma formation en psychologie de la communication. Je n'ose pas dire que c'est une formation qui fait de vous un manipulateur. Mais c'est comme ça que d'autres le définissent cela. Parce qu'en réalité, notre formation, c'est 40% de psychologie générale et 60% les religions. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je parle de l'islam, beaucoup de Mahométans croient que je suis musulman. Quand je parle du christianisme, beaucoup de chrétiens croient que je suis chrétien. Quand je parle du vaudou, etc. Nous apprenons les foi, les croyances pour mieux toucher le subconscient de celui à qui on parle. Quand moi je parle à quelqu'un, je ne parle jamais à son intelligence. Je parle à son subconscient, à son corps défendant. Je grave un message en lui. Ça, c'est ma formation. Et j'ai commencé ce métier avec le président Sassou Nguesso en 1997. Et je crois que j'ai été à la charge de l'image et de la communication psychologique de beaucoup de chefs d'État. C'est là où j'ai gagné un peu d'argent. Mais accessoirement, je faisais aussi des recherches sur l'économie fondamentale parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chefs d'État ont la volonté de développer leur pays, mais n'y parviennent pas. Ils n'arrivent pas à savoir pourquoi. C'est-à-dire, même si vous prenez le président Yaya Boni aujourd'hui, avec tout l'effort qu'il a eu, il est surpris que, aussitôt parti, tout ce qu'il a construit, sont en train de s'écrouler. Tout simplement parce qu'il n'a pas mis les fondations. Et les fondations, c'est quoi? C'est l'économie fondamentale. Et qu'est-ce que l'économie fondamentale? D'abord, qu'est-ce que l'économie pour nous autres? L'économie est une science sociale. Une main invisible qui prend les ressources, qui a pour fonction de prendre les ressources d'une communauté, d'un village, d'une ville, d'un pays, pour satisfaire les besoins de ses membres. Il se trouve malheureusement, et trop souvent à mon goût, que les ressources soient toujours moins que les besoins. Et l'économie, justement, a pour fonction d'initier la production de ressources additionnelles. Et en économie fondamentale maintenant, l'économie fondamentale, c'est la fondation. Et la fondation, c'est quoi? C'est de donner les capacités aux populations de satisfaire les 5 besoins fondamentaux par leurs propres activités. Se nourrir, se soigner, se vêtir, s'instruire et se loger. Mais à côté de ça, il y a un premier besoin dont on ne parle pas à Calavi. C'est le droit à l'énergie. Vous savez, si l'homme est devenu le singe intelligent que nous sommes, c'est la découverte du feu qui a permis de cuire la viande parce que le ventre de l'homme n'a pas le sucre pour digérer de la viande crue. C'est le feu qui a permis de préparer la viande qu'on a mangée, donc l'énergie. Alors l'économie fondamentale, c'est quoi? C'est que l'État se donne les capacités à travers un corpus juridique
pour que l'activité des populations permette de satisfaire au moins à 70% par l'activité des uns des autres des besoins fondamentaux. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle à l'ADA, vous êtes à Daonsa ou bien à l'ADA, je crois bien, mais la viande, on avait certains produits qu'on trouvait à l'ADA qui faisaient la référence de l'ADA. Est-ce qu'on les a aujourd'hui? On ne les a plus. De plus en plus, ils se font rares. Ah ben oui, mais parce que tout le monde, on ne fait plus. Je prends l'huile d'Agolimi, Adjami, d'Assami. Qui consomme encore ça aujourd'hui? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que l'huile de Malaisie a vil prix. De l'huile frélatée. Une huile qui quitte la Malaisie, qui paie la douane, le transport, et le litre fait à peine 700 francs. Le litre. Pendant que l'huile d'arachide chez nous, qui est de bonne qualité, fait 1200 et nous trouvons que c'est cher. C'est cette huile prélatée-là qui a détruit la capacité de produire l'huile chez nous. Et la capacité détruite, qu'est-ce que ceux qui faisaient cette huile-là sont devenus? Ça ne nous préoccupe pas. Je prends le poulet. On ne fait plus d'élevage aujourd'hui chez nous. On amène du poulet pourri, gros comme un cheval. Eh bien, c'est de ça que nous vivons. Cholestérol, te voici. Donc, bref, l'économie fondamentale, nous ferons en sorte qu'avec le maïs et le soja, on aide la Provence, qu'on élève le poulet ici, qu'on consomme notre poulet. Avec la Provence, on peut faire du poisson, élever du poisson, etc. On va produire notre riz. Comment vous pouvez avoir des terres aussi fertiles et manger du riz qui vient de l'étranger? Finalement, Bertin Kovi, votre vie se résume à l'économie. Ah oui, je ne vis que pour ça. Justement, alors je parlais tout à l'heure de vous dans la vie active. Vous êtes spécialiste de l'économie fondamentale. Dans la famille, parce que tout à l'heure, vous voyagez beaucoup. Enfin, visiblement, vous n'êtes pas quelqu'un de très stable, mais vous avez quand même une famille. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Bon, alors, moi, si ça vous intéresse, j'ai 2 garçons et une fille. Triomphant, mon deuxième garçon, et l'autre Aldo Bedel. Et j'ai une autre fille, Yekaterinbourg. Alors, j'ai toujours estimé qu'un homme qui veut réussir ne peut pas être monogame. Que les femmes me pardonnent. Un homme qui veut réussir, là, à moins qu'il soit un hypocrite. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Ceux qui ne seront pas d'accord avec vous. Ah ben, les femmes n'aiment pas la vérité parfois. Mais un homme qui veut réussir ne peut pas être monogame. Pourquoi? Ben, j'ai toujours estimé que un homme c'est-à-dire, pour les besoins juridiques, il faudrait que j'aie une femme qui me conseille dans mon lit. Pour les besoins de la banque, il faut que j'aie une femme qui s'occupe des questions de banque, etc. Bon, bref. Si le roi Salomon, dans la Bible, vous en avez attendez, si le roi Salomon est vu comme l'homme le plus sage, c'est parce qu'il avait plusieurs femmes, il avait plusieurs femmes autour de lui. C'est vrai, je ne suis pas un homme à femme, mais enfin, je crois que je dois être déjà à 3 femmes. Oui, je crois bien. Vous croyez où c'est ça? Vous savez, bon, je crois que je suis à 3 femmes. Voilà. Alors, vos enfants, est-ce qu'il y en a qui, déjà, l'âge, est-ce qu'il y en a qui sont déjà suffisamment grands et qui suivent de près ce que vous faites en politique et qui s'intéressent? Non, j'ai demandé à mes enfants, depuis toujours, que la politique est quelque chose de dangereux. Et comme on dit en fond, je me suis initié au vaudou, à l'islam, au christianisme. Et quand on appelle mon nom le matin, le soir, il faudrait qu'une entité spirituelle décide de vous. Et quand on appelle mon nom malin, et etc., quand c'est le matin, le soir, c'est le matin. C'est-à-dire, j'ai installé en moi ce que j'appelle Koufoerou. Jérémie 11, verset 18 à suivant. Parce que la politique est un milieu très dangereux. Et pour qu'on ne les tue pas, je leur dis, restez loin de ce que je fais. Finalement, c'est le propre des politiciens. On refuse à ces enfants de ne pas faire la politique, mais après, on veut quand même que, entre griffes, les pauvres... Non, mes enfants peuvent... Non, attendez. Mes enfants peuvent sortir et marcher. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'ils aillent à l'école se vanter de ces corvis, Bertin Kovi, mon père. Très peu savent que ce sont mes enfants. Ils ont été éduqués pour ça. Il leur dit, si vous voulez vivre longtemps, n'allez surtout pas dire que je suis votre père. Parce que si on ne peut pas m'atteindre, moi, vous êtes vulnérable. Donc mes enfants ne se mêlent pas. Ils ne clament même pas que je suis leur père. Au contraire, pour nombreux, c'est mon petit frère qui est leur père. Et j'ai choisi cela. Parce que moi, c'est depuis 1994 que j'ai décidé d'être un homme politique. Et le président Zinsou Émile Derlin, paix à son âme, que j'ai connu chez le président Sassou Nguesso, m'a donné des conseils pour dire éloigne tes enfants de la vie publique et ne leur donne pas une facilité de vie, sinon ils vont vivre ta vie à toi et ils ne vont pas construire leur propre vie.
Mes enfants, je leur apprends la souffrance. Ils marchent pour aller à l'école. Ils vivent comme si... Ils vivent ce que j'ai vécu moi. Parce que c'est la pauvreté. Mon père enseignant, ma mère ménagère. Je n'avais pas une vie de nanti, n'est-ce pas? Mes enfants vivent la même vie pour leur donner l'envie de réussir. Donc mes enfants, non. Alors, Bertin Kaouvi, nous allons finir cette émission. Mais avant, vous allez, bien sûr, dire votre dernier mot. Ah oui? Atogbe me mando mende Yahweh ye nonji Mejo wagbe fi mando Dohe toi Yahweh nonji ae Atogbe me mando mende Pepe Yahweh nonji ma Mejo wagbe fi mando Dohe toi Yahweh nonji ae Kovita sitowe Bodin boko anawe Aimo kovi tue bo blona Dandan e na blon hore Talon soto gudo towe Bodin boko anawe Aimo talon tue bo dona Dandan we e na blon hore Talata to filo Bodin boko anawe Aimo talata bo dona Dandan e na blon hore. Bref, Benoît, chers compatriotes, ce n'est pas un plateau pour appeler à voter, mais puisque c'est la période, je me saisis de cette occasion pour vous dire d'aller voter pour Patrice Talon et Talata à 98% pour que nous ayons un chaos retentissant et que très vite il y ait investiture et que le président n'ait pas besoin de consommer les 45 jours et que la classe politique intérieure, opposition et mouvance lui a accordé qui commence le 6 avril prochain. Je vous dis, restez chez vous. Ne vous faites pas tabasser. Vous n'avez été candidat à rien. Hélas, au jeu infini du pouvoir que Patrice Talon ait triché, qu'il ait rusé ou pas, il a gagné par notre propre faute, nous autres opposants. J'ai pris acte. Et si j'ai pris acte, il reste qui? Suivez-moi. Nous avons 2026 pour continuer la lutte. C'est tant qu'on veut le pouvoir pour nous-mêmes. Bertin Kaouvi, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Chers amis internautes, c'est tout. Nous avons reçu Bertin Kaouvi, président de l'Alliance Iroko. Il se dit également chef de l'opposition béninoise véritable. Avec lui, on a parlé de son parcours en exil. Il nous a parlé également des démarches. En tout cas, il a dit qu'il n'y a pas eu de négociation. Il est rentré, il a pris acte donc de ce que Patrice Talon a gagné face à l'opposition ou encore du fait de l'opposition. Il nous a parlé également de ce qu'il propose pour la gestion de Patrice Talon 2021-2026. Merci d'avoir été là et à la prochaine.